Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours de marketing interentreprise, business to business. Alors, comme promis, voici une révision pour votre examen intratrimestriel. Donc, j'ai partagé donc l'écran de la première séance et je vais en faire autant pour chacune des séances donc à suivre. Donc, je vous mentionne tout de suite d'entrée de jeu que cette révision n'est pas exhaustive. Je ne vais pas retourner sur chacun des PowerPoint, mais ce n'est bien entendu pas parce que je ne m'attarde pas sur une des planches ou à des PowerPoint, que ce ne sera pas nécessairement à l'examen. D'accord? Donc, une vue d'ensemble essentiellement donc, de notre parcours donc pour cet examen intra. Donc, dans cette première séance, essentiellement, vous en souviendrez, nous avons défini essentiellement les grandes différences entre le marketing business to consumer ou la vente au consommateur et la vente interentreprise business to business. On s'est doté de plusieurs cadres de référence pour définir les types de clients et nous avons aussi évidemment défini les types donc de situations d'achat que les gens peuvent rencontrer en classifiant ces types d'achats. Nous avons également parlé de la demande dérivée et ainsi que ce qu'on appelle le bullwhip effect ou donc l'effet de fouet dans ces premiers chapitres. Donc, très important, évidemment, de considérer ces éléments-là, qui sont quand même des bases des notions théoriques, tout particulièrement dans ce premier chapitre. OK? Donc, regardons essentiellement, nous avons tout de suite vu que le marché des affaires, bon, on peut le diviser dans des produits qui sont incorporés dans les produits, des produits qui sont consommés de façon quotidienne par les entreprises, donc des fournitures, par exemple, donc du savon pour laver le plancher, ainsi de suite, ainsi que des produits d'utilisation qui vont contribuer à la fabrication des produits. Dans chacun de ces cas-là, c'est un champ d'activité pour les gens, des spécialistes donc en marketing B2B, des gestionnaires en marketing B2B et leur équipe de marketing et de vente. Donc, on voit ici que les clients se répartissent dans trois grandes catégories. Donc, les clients commerciaux, donc pas commercium, c'est pas du latin, les clients institutionnels et les clients gouvernementaux. Et dans chaque cas, notre approche sera distincte parce que le processus décisionnel est distinct dans chacun de ces cas-là. N'en demeure pas moins que la gestion de relations clients va être tout aussi importante. D'accord? Donc, on s'est doté de plusieurs exemples pour illustrer ces différences entre le B2C et le B2B. Et bien entendu, nous avons mentionné que certaines entreprises opéraient dans les deux sphères, donc dans le B2C et le B2B, pour lequel chacun dans chaque cas, notre approche va être distincte. Nous avons également défini essentiellement la façon que le B2B se distingue, comme vous voyez ici, par l'utilisation prévue du produit et le consommateur visé. Donc, c'est vraiment dans ces deux éléments-là que nous retrouvons donc une vision beaucoup plus claire sur ce qu'est le B2B par rapport au B2C. D'accord? Donc, on définit également les grandes différences entre le B2B et le B2C, donc la vente d'entreprise et la vente au consommateur, tout particulièrement le fait que la demande est dérivée dans le cas du B2B du B2C, ce qui est intéressant. Les transactions sont plus grandes, le processus décisionnel est plus long. Généralement, il y a plus de gens impliqués dans la décision. Évidemment, le B2C, c'est généralement un consommateur, c'est vous. On va mentionner aussi que le B2B est généralement, les entreprises sont plus concentrées, donc ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et dans le B2B, ce qui va être important, c'est d'identifier les acteurs qui prennent les décisions donc dans les entreprises. Donc, on a mentionné que la demande dérivée dans le B2B, c'est que la demande pour les produits en B2B sont dérivés donc du B2C. Et l'implication, c'est que cette interdépendance signale aux gestionnaires de B2B de vraiment garder à l'œil ce qui se passe dans le B2C. Donc, c'est pas assez de connaître, je vous l'avais mentionné à plusieurs reprises, donc notre clientèle, mais la clientèle de nos clients. Parce qu'évidemment, tout ceci se retrouvera dans un bénéfice pour nous ou possiblement une menace. Donc, on s'est doté de quelques exemples de demandes dérivées et je vous rappelle que si vous naviguez sur l'Internet, vous allez trouver encore plus d'exemples.
Donc, on a mentionné que la demande, évidemment, peut fluctuer, bien entendu, et qu'il va falloir vraiment faire attention parce qu'à partir du moment où nous avons une demande qui varie, par exemple, dans la construction de maisons, ben, si jamais s'il y a de moins en moins de construction de maisons, parce que les taux d'intérêt, par exemple, sont en baisse, éventuellement, ben, les gens achèteront moins de laveuses-sécheuses et d'autres produits que je vends donc dans les laveuses-sécheuses. Évidemment, comme B2B, moi, quand je vends mes composantes qui vont dans cette laveuse-sécheuse, bien entendu, je vais en souffrir évidemment de facteurs qui peuvent paraître à la base très loin de moi, des facteurs macro, mais qui n'en demeurent pas moins vont m'affecter. Une petite variation dans justement cette demande peut avoir un très grand effet au niveau de la chaîne d'approvisionnement et c'est ce qu'on appelle le coup de fouet ou le bullwhip effect. Vous avez une vidéo, je vous invite fortement à aller voir, visionner cette vidéo qui vous explique de façon très claire, très succincte ce phénomène. On s'est parlé justement qu'on a vécu tous cet exemple durant donc la COVID. On mentionne, les auteurs évoquent que la demande peut être élastique ou inélastique, dépendant de la volonté de nos clients, de la volonté des clients de nos clients d'acheter. Et nous avons également mentionné qu'en termes de cette demande et la réponse à cette demande pouvait varier en fonction du fait que nos clients en affaires, donc les clients B2B, font déjà une très grande partie de cette recherche auparavant. Donc, c'est clairement une menace pour les entreprises qui ne sont pas capables d'avoir une présence en ligne sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, et on en parlera donc dans le chapitre qui suit. La demande peut être relativement élastique ou inélastique, comme je le mentionnais, dépendamment de la volonté des clients, de nos clients d'acheter. Donc, tant et aussi longtemps que les gens achètent des jeux vidéo, ben, les puces qui vont dans dans ces engins que je vends, comme entreprise qui vend une autre entreprise, n'en souffriront pas. Mais ça peut être exactement le contraire lorsque ce phénomène est contraire, bien entendu. Donc, très sensible à cette demande de la part des consommateurs. Et vous avez un très bon article ici de Wired. Donc, vous avez juste à cliquer ici qui explique justement tout ce concept. Donc, je vous rappelle que ces vidéos, que ces articles cherchent à vous permettre de consolider ces connaissances. Donc, on avait mentionné que dans le B2B, je pouvais vendre à des consommateurs, mais je pouvais vendre aussi aux entreprises et que dans certains cas, ben, mes produits deviendront des composantes, mais des composantes relativement anonymes. On avait donné l'exemple de Smuckers qui se retrouve dans le yogourt ou dans les petits desserts. Donc, par exemple, ou dans les biscuits, et que le processus décisionnel, il est différent dans ce cas-là, donc, bien entendu, affecte le mix marketing. On évoque également la classification des produits. Ces produits peuvent être des matériaux et des pièces fabriquées. Et c'est important lorsque vous réviserez. Donc, vous avez encore là un autre lien ici que vous pourrez suivre, que ces matériaux et pièces, lorsqu'ils sont personnalisés, donc lorsque nos clients en entreprise ont besoin de quelque chose de beaucoup plus donc adapté à leurs besoins, qu'à ce moment-là, la vente personnelle et le marketing relationnel prendront une grande ampleur. À l'inverse, lorsque je vends des produits qui sont standardisés à mes clients, ce qui peut être tout à fait approprié aux besoins de mes clients, ben à ce moment-là, je vais plutôt aborder la distribution et l'accès à mes clients de façon relativement indirecte en utilisant des distributeurs industriels, contrairement à peut-être mon équipe de vente. Donc, une certaine nuance ici donc à retenir dans le cas des pièces fabriquées. Contrairement, par exemple, aux produits d'installation, donc que ce soit un bâtiment que j'achète ou que ce soit peut-être de l'équipement que j'achète, tout ça qui contribue à la fabrication de mes produits. Ici, la nuance essentiellement, c'est donc la distribution qui peut être directe dans le cas de personnalisé. On comprendra que je vais être en contact avec mes clients directement. Et à l'inverse, mes clients vont être en contact direct avec moi aussi. Et lorsque je vends des produits plutôt standardisés, comme par exemple donc des chars élévateurs ou d'autres produits semblables, ben à ce moment-là, je me retourne vers une distribution industrielle et non pas nécessairement besoin de parler avec mon équipe donc de vente.
Et finalement, dans le cas des fournitures, généralement, les fournitures vont être standardisées, vont faire l'objet d'une vente par catalogue en ligne. Mais il se peut aussi que cette demande pour des fournitures soit personnalisée. Et je pense, je vous avais donné l'exemple de, par exemple, peut-être certains produits ménagers pour des salles d'opération dans les hôpitaux qui ont une exigence donc au niveau de la sécurité et au niveau, plutôt au niveau donc, de l'hygiène plus élevée. Et donc, à ce moment-là, la vente personnelle sera de rigueur pour assurer à mes clients que je respecte leurs normes. Sinon, on est vraiment dans un registre ici de revente par catalogue et où cette publicité du push et pull prenne une plus grande ampleur. D'accord? Donc, évidemment, on revient toujours sur ces mêmes thèmes, très important de garder justement ce focus sur le marché. Et aussi, un autre impératif, c'est d'aligner les stratégies et les ventes. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de séparation entre l'équipe de gestionnaire de marketing et l'équipe de vente. Par exemple, que lorsque l'équipe de marketing détermine le positionnement approprié pour l'entreprise et ses produits, que ce positionnement soit partagé avec les vendeurs. Lorsqu'on détermine notre stratégie de communication marketing, surtout le marketing de contenu, que ce contenu soit partagé avec nos vendeurs aussi pour qu'ils puissent renforcer, par exemple, le téléchargement d'une analyse de cas ou de ce qu'on appelle un white paper, par exemple, et que mes vendeurs soient au courant, qu'ils puissent renchérir ou à tout de moins, au moins connaître donc le matériel promotionnel et de communication que les gestionnaires marketing donc, ont distribué aux clients ou que les clients sont venus chercher directement sur notre site Web. D'accord? Donc, on mentionne que le parcours décisionnel des clients B2B, évidemment, a beaucoup changé depuis les dernières années. Et comme je mentionnais précédemment, 70 dans certaines industries, des informations sont déjà consommées même avant que les vendeurs se présentent. Okay? Donc, pour nous, ce qui est important, tout particulièrement, une fois que nous sommes investis fortement pour acquérir un client, bien entendu, c'est de le fidéliser et la terre promise, c'est de devenir un fournisseur préférentiel. Bien entendu, comme dans le B2C, le B2B cherche à créer une proposition de valeur pour le client. Donc, une proposition de valeur, c'est quoi? C'est tous les avantages, tous les bénéfices que je propose à un client qui règlent leurs problèmes. Et pour que les gens perçoivent ce bénéfice, il faut que je respecte un point de parité et que je puisse mettre de l'avant un point de différenciation. Donc, on se rappellera qu'un point de parité, c'est, disons, ce sera la norme minimale acceptable pour ce client. Donc, par exemple, un client qui cherche une livraison de 48 heures et qui l'a avec son fournisseur actuel, ça, c'est la norme. Donc, je ne vais pas aller en bout de ça. Et donc, ça, c'est un point de parité avec qui? Avec mes concurrents. Mais là, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un point de différenciation? D'accord? Donc, peut-être ce sera un meilleur suivi du colis, peut-être ce sera de dépasser ce 48 heures à 24 heures, ou d'offrir un élément distinctif qui va me donner ce point de différenciation. Donc, ces deux éléments-là sont importants. D'accord? On avait regardé un regard sur le modèle total, mais celui-ci n'est pas nécessaire pour vous de le mémoriser. OK? Donc, ça, c'était notre premier chapitre. Alors, dans notre deuxième chapitre, nous avons regardé le comportement d'achat organisationnel. Et dans ce comportement organisationnel, ce que nous avons regardé, c'est un peu les décideurs. Comment ces décisions se prennent et tout particulièrement, quelles sont les influences sur ce processus décisionnel. Donc, on a, dans un premier temps, essayé de comprendre dans le parcours du client où sont justement les points d'attache ou les points de contact avec notre entreprise, avec notre produit ou notre service, pour qu'on puisse comprendre est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas très, très bien, est-ce que on est une force pour accélérer ce processus ou finalement de le ralentir dans le sens où le client sent qu'il n'a pas nécessairement les informations dans les délais prévus. Alors là, bien entendu, ce voyage à travers donc ce processus décisionnel est cartographié ici en fonction justement de la prise de connaissance de notre produit ou de notre service à partir de
donc, la prise de connaissance ou de l'attention jusqu'à, espérons-le, donc la loyauté. Donc, de plus en plus, comme je vous mentionnais, les gens tendent à prendre cette information auparavant, avant de se pointer, avant que nous puissions nous pointer chez le client. Et ce qu'on mentionne, c'est que cette nouvelle réalité est dérivée, donc, se dérive de deux éléments, d'inspiration et de partage. Inspiration, donc, les gens se tournent vers les réseaux sociaux, se tournent vers l'Internet, se tournent vers des conférences, vers des gens de l'extérieur pour s'inspirer, pour comprendre quels sont, par exemple, les attributs déterminants pour ce genre de produit. Ils s'informent sur la réputation de l'organisation et ainsi de suite. Et si ça, c'est pas assez, bien entendu, ils partagent cette information. Cette information n'est pas juste prise en compte, mais après ça, elle est diffusée. Donc, très important pour nous d'être présents avec du contenu, donc du contenu qui est qui est fiable, bien entendu, mais qui est aussi intéressant et donc pour nos clients et de comprendre ce qui se dit sur l'Internet sur nous. Donc, c'est important pour nous d'être présents sur ces réseaux sociaux aussi pour justement détecter justement ces points d'accroche ou ce que l'on dit de nous. Donc, dans le processus d'achat organisationnel, vous reconnaîtrez ici le processus décisionnel comme dans une situation de B2C, sauf que ce que l'on voit, c'est quand même, on a à plusieurs de ces étapes un plus grand nombre de gens qui sont impliqués, un plus grand nombre de critères de sélection et nous avons un genre de choix plutôt itératif où on élimine certains fournisseurs pour en venir avec un autre. Et où beaucoup plus de gens risquent de participer dans le processus parce que les enjeux sont plus importants. Alors, vous comprendrez que lorsque la recherche d'informations, elle est assez importante, on va mettre plus d'énergie et, bien entendu, lorsque l'impact ici pour l'entreprise, si la décision est importante, les enjeux sont importants, on va faire plus de recherche d'informations parce que les risques sont plus élevés. Dans le cas contraire, peut-être certaines de ces étapes seront fusionnées simplement parce que j'achète un produit standardisé et je n'ai pas besoin nécessairement d'impliquer beaucoup plus de gens dans le processus décisionnel. Nous avions discuté de la stratégie push et pull et donc l'attrait, tout particulièrement du pull. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent vers nous et téléchargent l'information sur notre site, qu'ils demandent des informations et qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. On ne demande pas moins qu'une bonne approche est une combinaison des deux. Donc, un, où nous diffusons de l'information, nous communiquons avec nos clients, nos prospects, nos consommateurs potentiels en entreprise. Et bien entendu, ce que l'on veut, c'est que ces informations soient tirées directement dans la chaîne de distribution par nos clients potentiels. Je vous donne un exemple ici de inbound ou outbound, donc inbound ou pull, une stratégie de pull. Ce qui est vraiment intéressant ici, en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une petite vidéo de 9 minutes qui donne vraiment un bel exemple d'une entreprise qui a été capable de cultiver, de miser sur une vidéo virale qui essentiellement se posait la question, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de remplacer une agence de publicité? Bien entendu, c'est l'agence de publicité qui a diffusé donc, cette vidéo et vraiment une sommité dans ce monde-là en Allemagne, qui a été vraiment donc la personne centrale dans cette vidéo. Donc, je vous invite à aller le voir. Les facteurs influençants, vous le voyez ici, donc des forces de groupe, des forces individuelles, des situations d'achat, des facteurs économiques et environnementaux et organisationnels aussi. Et ce qui est important ici à relire dans les PowerPoints suivants, c'est dans quelle situation, par exemple, d'achat sommes-nous? Est-ce que c'est un rachat simple? Est-ce que c'est un rachat modifié où mes besoins ont changé? Est-ce que c'est un nouvel achat? Et dans chacun des cas, vous pourrez descendre ici en bas et vous verrez qu'on mentionne que si vous êtes un in ou un out. Donc, moi, je l'ai traduit en français en disant que essentiellement, les fournisseurs in sont ceux qui sont fournisseurs actuels et les fournisseurs out, c'est les fournisseurs qui souhaitent, évidemment, donc arrêter de regarder de l'extérieur vers l'intérieur et voudraient être à l'intérieur, c'est-à-dire des fournisseurs potentiels. Alors, dans chacun des cas, on stipule qu'est-ce qu'un fournisseur qui est déjà actuellement fournisseur devrait faire dans ces situations-là et qu'est-ce qu'un fournisseur qui ne l'est pas encore
devrait adopter comme stratégie pour hisser sa tête au-dessus de la masse donc, de fournisseurs qui cherchent donc à fidéliser cette clientèle-là. Donc, à réviser, parce que c'est ligne directrice et stratégie, l'implication, ce sont les éléments sur lesquels vous pourriez être questionné donc, à l'examen. OK? Donc, on donne plusieurs exemples ici. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Important quand même de les maîtriser. Donc, on parle encore de certaines forces économiques ici. Les forces économiques, bien entendu, on parle toujours de ces facteurs qui sont très macro, qui peuvent affecter, bien entendu, notre entreprise. Et on revient avec ce concept justement du bullwhip effect ou l'effet de fouet. On donne une idée ici que les forces économiques trempent dans la mondialisation, que la concurrence vient un peu de partout, le fait que les pays en voie de développement sont tout à fait prêts et tout à fait capables de produire donc des produits, fabriquer des produits de grande qualité, technologiquement complexes, mais aussi, et donc c'est des fournisseurs potentiels, mais aussi, après avoir vécu à travers la COVID, nous avons aussi cette nouvelle réalité que dans certains cas, nous allons rapatrier donc la fabrication de ce produit donc, dans notre pays domestique pour raccourcir justement la chaîne de distribution et s'assurer que le produit est disponible lorsqu'on le souhaite. Dans tous les cas, ces entreprises-là sont potentiellement vos compétiteurs, sont une source d'opportunité ou de menace dépendant comment ces forces économiques viennent affecter votre industrie. Les forces technologiques sont généralement les plus dangereuses parce qu'elles arrivent le plus rapidement, évidemment. Et en B2B, ce qui est intéressant, c'est que ces forces technologiques vont généralement engager une équipe de gens qui sont plutôt techniques, des ingénieurs et ainsi de suite, qui vont être impliqués dans le processus décisionnel. Ces gens-là, parfois, ne veulent pas parler avec des gens de marketing. Donc, ce serait important de bien former vos représentants ou encore d'assurer que vous avez des ingénieurs ou ainsi de suite, ou des gens qui ont une plus grande habileté technique. Donc, d'autres forces naturelles, donc au niveau qui peuvent affecter, évidemment, chacun des éléments du mix marketing. Donc, les changements climatiques font en sorte que, par exemple, à Houston, lorsque ils ont eu de grandes inondations, plusieurs des plus grandes entreprises de puces ont dû fermer, ce qui a causé une pénurie dans toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, de plus en plus, cette gestion de risque devient un avantage concurrentiel pour les entreprises qui peuvent mettre de l'avant que les risques de ne pas pouvoir fournir à leurs clients du matériel ou des produits est plus faible. Donc, un avantage concurrentiel possible. Donc, quelques exemples encore. Les forces politiques et légales, bien entendu, on parlera justement de pays où on est plus dans un mode protectionniste, où on va lever des barrières tarifaires. Donc, il faudra connaître ces éléments-là pour savoir comment les contourner. Donc, est-ce que c'est de délocaliser notre production dans ce pays pour se mettre à l'abri de ces barrières tarifaires, ou est-ce qu'il y a d'autres façons aussi? D'accord? Donc, ces forces politiques et légales également donc, à maîtriser. Et les forces organisationnelles. Donc, les forces organisationnelles, le point qu'on avait fait ici, c'était que de plus en plus, dans une organisation, on cherche à projeter une image plutôt plus verte et qu'en ce sens, donc de réduire notre empreinte de carbone. Et donc, de plus en plus, ces organisations se tournent vers des entreprises qui sont capables de les accompagner et de les aider dans ce processus. Donc, de plus en plus, on a une grande pression nous-mêmes de produire plus vert pour maintenir notre clientèle. Les forces organisationnelles, un point qui est très, très important, autre que le retour sur investissement, c'est le coût total de propriété ou le total cost of ownership. Et je pense que le PowerPoint ici le décrit très bien. Vous avez donc au-dessus, c'est comme un iceberg, et ce que vous voyez, c'est qu'au-dessus de l'iceberg, c'est ce qui est visible. C'est le prix d'acquisition, c'est le prix d'achat. Mais très souvent, ce qui revient rajouter en grande partie les coûts donc, à l'achat de votre produit, c'est justement des coûts qui sont cachés, que ce soit la capacité d'améliorer
de faire une mise à jour de votre produit ou de votre service, le temps durant lequel votre équipement ne fonctionne pas, peut-être, ce qu'on appelle du downtime. Est-ce que les garanties sont incluses, ne sont pas incluses? Puis évidemment, les coûts d'entretien. Donc, tout ça ensemble contribue au coût total de propriété, total cost of ownership. Et donc, très important de les mettre de l'avant parce que c'est un des critères importants des acheteurs dans les organisations. D'accord? On avait parlé d'un certain cas, on cherchait de plus en plus à centraliser ces achats pour se donner des économies d'échelle. Et finalement, on a abordé la question de qui prend les décisions. Et on voit ici que contrairement au B2C, où une personne peut être l'instigateur et la personne qui fait la recherche d'informations et qui décide lequel des magasins sera approprié, éliminé, puis tout ce processus, et la même personne décide et paye. Dans ce cas-ci, tous ces rôles peuvent être assumés par d'autres diverses personnes, d'où l'importance parfois pour nous d'être en contact avec chacun de ces individus et de bien comprendre donc leurs intérêts, leurs motivations et les risques, évidemment, associés à ces genres de décisions. Et bien entendu, de voir comment ces gens-là acceptent de la nouvelle information dans leur vie, comment ils traitent cette information, comment l'interprètent. Ça va? Et donc, on voit un exemple ici des forces individuelles où les motivations ne sont pas les mêmes pour des gens d'ingénierie que la personne qui achète le produit, que la personne qui utilise le produit. Ça va? Un autre exemple ici. Donc, il est important de comprendre les critères de sélection pour chacun des individus. Le traitement de l'information ressemble un petit peu à celui des consommateurs où nous allons nous exposer seulement à certaines informations et le reste, on va rejeter très souvent parce qu'on a beaucoup de stimuli dans notre environnement et on ne peut pas tout accepter. Dans certains cas, je vais avoir une attention sélective qui, elle, va varier en fonction essentiellement de mes intérêts, de mes besoins, de mes valeurs, par exemple. Et je vais aussi avoir une perspective, une perception sélective et une rétention sélective en fonction de certains préjugés que je peux peut-être avoir, certaines attitudes déjà négatives. Donc, j'accepte de la nouvelle information seulement de façon relativement limitée. Donc, très difficile de percer parmi ces clientèles, mais déjà, si on sait que ces gens-là sont déjà relativement fermés à de la nouvelle information, ben, au moins, on peut aborder, on peut se doter d'une stratégie pour essayer de tenter de peut-être passer en dessous du radar et de se faire écouter. D'accord? Et certaines façons de le faire sont généralement avec l'humour. Donc, c'est l'exemple que j'ai évoqué ici, et c'est ce qu'on évoque très souvent en B2C, parce que pendant que les gens vont se barrer, vont bloquer de l'information qui tend à leur donner de l'information factuelle, donc stimuler le cognitif, de l'information au niveau affectif va souvent passer en dessous du radar et donc va vous donner peut-être une chance justement donc d'attirer l'attention de vos clients et de peut-être susciter un petit peu leur intérêt. Donc, c'est l'exemple qu'on avait dans ce PowerPoint parce que, évidemment, les acheteurs cherchent continuellement donc à réduire le risque. Alors, plus que la décision est risquée, plus que certains de ces éléments vont se dérouler, comme par exemple plus d'efforts, plus d'attention dans la recherche d'informations, plus de membres dans le processus décisionnel. Et on va consulter beaucoup plus de sources d'informations. Mais bien entendu, les entreprises qui sont les in, qui sont déjà là, qui ont déjà fait leur preuve, dont la marque de commerce elle est connue, vont avoir une plus grande chance d'acquérir ces clients. Ça va? Donc, je partage. Donc, je vais arrêter de partager donc, ce PowerPoint. Et nous allons sauter dans notre troisième cours qui se veut une révision de la gestion de la relation client. Donc, on parlera ici de Customer Relationship Management. Donc, par exemple, en anglais, même si c'est un cours en français. Donc, je partage. Le voici. Je vais prendre un petit peu de thé. Me voilà de retour. OK? Donc, dans ce troisième chapitre, plutôt, ce qu'on reconnaît, ce qu'on voulait voir, c'est essentiellement l'importance du marketing relationnel, c'est quoi le bénéfice pour nous et pour nos clients. Quel type de relation cherche-t-on et plus particulièrement, quel type de relation cherchent nos clients? De peut-être
séparer des clients rentables de clients qui ne le sont, qui le sont un peu moins. Comment développer le processus de conception, justement, de ce programme, donc de gestion de la relation client, puis évidemment reconnaître les indicateurs de performance ou les facteurs clés de succès. Et vous allez voir que l'aspect collaboratif et transactionnel revient ici très souvent. On avait mentionné qu'on avait comme un genre de spectrum dans les types de relations. À un côté, nous avons les échanges transactionnels. Donc, elles sont très axées sur une relation qui est basée sur les prix, pendant que l'échange collaboratif, il est là dans l'échange des informations, surtout lorsque la décision est plus complexe et les enjeux sont plus importants. Et entre les deux, nous avons des liens opérationnels qui se créent avec cette entreprise, qui nous permettent justement de développer des relations plus approfondies. D'accord? Donc, on avait mentionné que, évidemment, dans les types de relations transactionnelles, donc je donne un exemple ici, peu d'engagement émotionnel, beaucoup de focus sur le prix, la convivialité, par exemple, d'un site Internet pour avoir ces genres d'informations assez facilement. Donc, des liens opérationnels où, ici, je contribue justement à mon entreprise et celle de mon client sont plus liées. Cette information peut circuler beaucoup plus rapidement et d'avoir une plus grande transparence dans l'information. Et dans les relations collaboratives, alors là, on a vraiment un investissement dans la relation. On a une certaine confiance qui se forme jusqu'au point où cet investissement, les gens vont défendre ces relations, vont aller jusqu'à s'efforcer de les maintenir parce que de reprendre avec un nouveau fournisseur peut être particulièrement pénible. Donc, c'est ce continuum ici que j'abordais il y a un instant. Ça va? Donc, certains choix stratégiques ici. Donc, de développer des relations donc à long terme. Et évidemment, dans ce que vous voyez ici, dans la bulle de droite, si vous voulez, c'est d'essayer d'éviter le fait qu'on est tiré vers des relations vraiment transactionnelles. Ça peut sembler très facile, mais plus que la relation est transactionnelle uniquement, plus qu'il est facile pour notre client de quitter. Parce que la grande valeur ajoutée de la relation collaborative, ben, c'est vous. Donc, c'est le spécialiste en marketing qui crée vraiment un environnement de confiance et où vous offrez une certaine expertise, une expertise qui n'est pas là dans une relation transactionnelle. Ça va? On a parlé évidemment des concurrents dans tout ça. Évidemment, comment tout ceci vient relier avec les échanges transactionnel ou collaboratif. Ça va? Donc, deux PowerPoints sont très importants. Quand est-ce qu'un client va préférer une relation transactionnelle et quand est-ce que le client va préférer une relation collaborative? Bien entendu, dans ce chapitre, c'est des éléments qui sont importants, qui sont importants à réviser. C'est vraiment, vraiment fondamental à ce chapitre. Ça va? Je n'en dis pas plus. Donc, deux risques pris en compte par les acheteurs. Bien, évidemment, quand ça vient au coût de changement, hein, donc, est-ce que je change de fournisseur ou pas? Ben, c'est le risque de l'investissement dans cette relation avec le client. Évidemment, on le mentionne, ils investissent de l'argent, mais ils investissent beaucoup de temps également. Et le risque d'exposition, c'est-à-dire, c'est quoi les risques que je fasse une mauvaise décision? Particulièrement pour des produits techniques, des produits où le risque est plus élevé pour mon organisation. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, les gens vont tolérer de continuer à faire affaire avec un fournisseur qui n'est pas nécessairement tout à fait approprié pour eux. Encore là, c'est une opportunité pour nous de focuser sur ces éléments-là et de dire justement à notre client et de lui amener avec des preuves que l'on comprend ces deux risques-là et voici notre stratégie pour réduire ces risques. Ça va? OK. Donc, on le mentionne ici. Donc, première chose, c'est de déterminer quel type de relation souhaite le client et que nous souhaitons avec ce client, bien entendu. Et évidemment, quelle devrait être la stratégie que l'on accorde à cette façon de faire. Pour des relations collaboratives, on le dit, les clients cherchent plus de liens opérationnels, plus, évidemment, ils cherchent des consultants, ils veulent voir les représentants, ils veulent que l'on partage notre expertise pour présenter justement des produits qui peuvent être plus innovants, qui peuvent aider nos clients à générer plus de revenus.
D'accord? Donc, à partir de tout ça, évidemment, on permet au client de réduire son risque perçu. Et bien entendu, il y a des bénéfices dans les relations collaboratives. Dans les relations collaboratives, mon grand différenciateur ici pour mes clients, puis les clients le disent, ce n'est pas le prix, mais plutôt comment je vais les aider, pas juste au point technique, mais comment je peux les aider à amener leurs produits sur le marché plus rapidement. Et on s'est doté d'un exemple où on a démontré que même si mon produit est plus cher, il est entièrement possible qu'en devançant le temps que le produit de mon client puisse être diffusé dans le marché grâce à moi, que les bénéfices d'amener le produit plus rapidement sur le marché dépassent le coût additionnel de mes produits, le coût qui dépasserait ceux de mes concurrents. Donc, beaucoup moins focusé sur le prix. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais le retour sur investissement ici va se mesurer euh, de plus qu'une façon. Ça va? Donc, cette rentabilité se définit pas uniquement par le prix pour notre client. Bien entendu, la rentabilité pour nous est importante de mesurer et un des problèmes, c'est que très souvent, nous allons mesurer la rentabilité de façon globale ou de façon agrégée. On va louper tous nos clients ensemble et on va dire, bon, on a dégagé tant de profits cette année, plus que l'année dernière. La réalité, c'est que pas tous nos clients sont rentables. Et pour vraiment mesurer la rentabilité de chacun de nos clients, il faudrait comptabiliser toutes les activités que nous devons entreprendre pour gérer cette relation. Et ça, on va appeler ça en anglais le Activity-Based Costing, ABC, ou en français la comptabilité par activité. Et cette comptabilité par activité va nous permettre de intégrer ces éléments-là donc dans un tableau. Un tableau, bien entendu, vous le voyez ici, donc c'est la courbe de la baleine qui nous permet d'identifier un premier segment de clients hyper profitables, un deuxième segment de clients qui sont relativement profitables, qui nous permettent de couvrir nos coûts fixes et qui peuvent dégager un certain profit, mais tout ce profit qui est absorbé ou qui est toute cette richesse qui est détruite essentiellement donc, de ce deuxième groupe de clients, donc au centre, par des clients qui grugent tous ces profits en nous épuisant avec des exigences sans arrêt dans la gestion de cette relation. Donc, des clients qui sont, à toute fin pratique, vraiment pas très, très profitables. Comme les auteurs vous le présentent, il serait tentant, justement, de remercier ces clients-là et de s'en débarrasser. Mais ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est essayer de ramener ces clients vers une plus grande rentabilité, peut-être en les convainquant, par exemple, qu'ils n'ont pas besoin d'une approche relationnelle avec nous, qu'une approche transactionnelle pour ces clients-là est tout à fait appropriée, ce qui leur permet d'avoir toute la même information qu'ils auraient maintenant, de façon plus rapide et qui, pour nous libère justement de l'obligation de gérer ça avec des représentants qui nous coûtent très cher. Et donc, peut-être de dégager plus de rentabilité de ces clients-là. Non, demeure pas moins que c'est important de réviser ça. Vous aviez une vidéo, évidemment, pour décrire cet élément-là. Ça va? Donc, on avait présenté ici comment on devait développer des stratégies qui sont réactives. Donc, on veut devancer le problème. Ça va? Et on les décline ici. Donc, une bonne gestion de portefeuille, c'est de ne pas toujours avoir les mêmes types de clients. Donc, un bon équilibre entre des relations transactionnelles et des relations collaboratives. Par exemple, de s'assurer, évidemment, de toujours créer de la valeur pour les clients en comprenant que la valeur pour les clients n'est pas nécessairement un bas prix, mais également, comme je l'ai mentionné, des idées originales, de l'innovation et ainsi de suite, mais aussi en leur permettant d'aller plus rapidement, donc en réduisant le temps qu'ils doivent consacrer à la recherche d'informations, à la négociation de contrats, par exemple, et aussi de réduire tous les coûts psychologiques, donc toute l'incertitude autour d'un achat. Plus que vous réduisez ces coûts psychologiques, plus que vous réduisez le temps et plus que vous êtes vraiment au centre pour la création de la réponse de votre produit aux besoins des clients, plus que vous aurez une proposition de valeur vraiment intéressante pour le client. Ça va? Et on s'était doté d'une petite vidéo ici pour comprendre c'était quoi la gestion de relations clients à travers un logiciel, parce qu'évidemment, il y a une foulée d'informations. Donc, cette information est très souvent difficile d'emmagasiner juste pour un représentant.
OK? Donc, évidemment, on avait fini par donc, la fidélisation d'un client tel que vous pourrez relire. Ça va? Alors, je continue ici dans notre présentation. Donc, on vient à notre quatrième séance où nous avions parlé. Donnez-moi un petit instant. Je vais juste permettre de fermer donc, mes autres présentations pour être sûr de vous présenter la bonne chose. Et donc, on avait parlé de segmentation du marché des entreprises et estimation de la demande dans chacun de ces segments. Donc, on comprendra, vous vous souviendrez que la segmentation, c'est où l'on regroupe des clients, c'est-à-dire des clients se regroupent ensemble selon certaines variables. Ça va? Et nous, on avait déterminé qu'ils se regroupaient en fonction de, comme on l'avait mentionné, des clients qui sont commerciaux, institutionnels et gouvernementaux. Et que dans les deux cas, dans les trois cas plutôt, nous pouvions avoir des relations transactionnelles ou collaboratives. Ça dépend du type de client, ça dépend de l'importance de la décision, ça dépend de l'approche habituelle de ces clients-là, des enjeux, du type de produit, et ainsi de suite. Donc, on avait abordé ça dans le chapitre précédent. Ça va? Donc, le coût de changement, n'oubliez pas. Donc, quels étaient les deux composants du coût de changement? Vous vous souviendrez que la segmentation du marché, essentiellement, c'est comme diviser une pizza et de décider après ça laquelle pointe je vais mettre dans ma bouche. Donc, la pointe, ça, ce serait donc, de diviser ces segmentations. Et la pointe dans la bouche, ça, c'est le ciblage. Et évidemment, cette segmentation se fait en fonction de la rentabilité du client, qui doit être mesurable, accessible, substantielle et réactive, donc que les gens vont réagir à nos efforts donc de mix marketing. Ça va? Donc, les bases de segmentation importantes dans ce chapitre, c'est vraiment donc une pierre angulaire de ce chapitre. C'est que cette segmentation en B2B se fait de deux façons, par la macro-segmentation et, si nécessaire, la micro-segmentation qui suit. Alors, la macro-segmentation, il y a plusieurs variables. Donc, la macro-segmentation, c'est la catégorie, donc la dimension et la taille, la situation géographique, la classification des industries de l'Amérique du Nord, le CIAN, les structures organisationnelles sont des variables de cette macro-segmentation. Et dans les micro-segmentations, vous les voyez ici dans le bas, les critères de décision d'achat, les caractéristiques personnelles et ainsi de suite. Ça va? Donc, je les illustre dans ces tableaux. Donc, je vous demande donc de les réviser. Il serait important de comprendre ces éléments-là pour pouvoir les identifier. Ça va? Parce que c'est quand même un élément important. Ça va donc de ce chapitre et on s'est doté de beaucoup d'exemples ici pour bien comprendre pourquoi les entreprises, pourquoi certaines industries se regroupent en fonction de certaines variables de segmentation et pour nous, après ça, de décider lequel est le plus approprié. Donc, évidemment, cette macro-segmentation et micro-segmentation, ce sont des indicateurs pour nous aussi de est-ce que l'on veut servir ces clients-là? Est-ce que ce sont des gens qui sont prêts à acheter de nous? Ça va? Donc, important de comprendre l'impact des grandes entreprises, par exemple, sur le processus décisionnel, ainsi que tous les autres éléments ici. Donc, quelque chose donc à réviser. Ce qu'on voit ici, ce qui est important, c'est que la micro-segmentation n'est pas nécessairement automatique. Si j'ai suffisamment d'informations dans la macro-segmentation, c'est parfait. J'ai mon segment. Là, je décide comment je vais me positionner, me différencier et comment servir ces clients donc par cette différenciation, par le mix marketing. Mais parfois, je n'ai pas assez d'informations. C'est trop vague et ce n'est pas assez précis. Donc, dans ce cas-là, je dois aller dans la micro-segmentation pour peaufiner, pour aller plus dans une analyse plutôt granulaire. Ça va? OK? Donc, on avait mentionné que dans ce tableau nous donne les variables, les critères clés, les stratégies d'achat, donc les caractéristiques personnelles, démographie, style décisionnel. Et ce qui se dégage ici de la micro-segmentation, ou de la macro-segmentation, c'est que la macro-segmentation, ce sont des éléments qui sont relativement faciles donc à déterminer. Micro-segmentation, plus difficile, plus subtil, plus en dessous de l'iceberg. Parfois, les gens ne vont pas le révéler. Mais le fait que ce soit difficile à dénicher comme information ne diminue pas l'importance de cette information. Ça va? Donc, comment les gens pensent, comment les gens forment des attitudes et ainsi de suite. Ce qui peut être important, par exemple, dans la détermination de notre image de marque aux yeux de nos clients. Ça va? Donc, on peut innover grâce à la segmentation. On s'était donné plusieurs exemples.
Ça va? Donc, à réviser aussi. Ce sont des éléments ici qui sont importants, tout particulièrement lorsqu'on voit qu'il y a une grande consolidation dans les industries, qu'il y a moins en moins de clients. À ce moment-là, on va aller plonger plutôt dans ces grandes entreprises, puis segmenter même nos propres clients. Il y a une segmentation à l'intérieur même, parce que les entreprises sont tellement grandes. OK? Donc, quelques autres exemples en termes d'estimation de la demande et qu'en fonction de cette estimation de la demande, quelle devrait être mon approche. Et réviser ici, donc, n'oubliez pas de ne pas mettre le chariot devant les bœufs. OK? Donc, clairement, la stratégie marketing, comme on dit ici, est un déterminant du niveau des ventes et non l'inverse. OK? Donc, réviser cet aspect-là, on en avait quand même parlé en classe. OK? Donc, cette estimation de demande peut se faire par une multitude de façons et elles peuvent se diviser dans deux grandes catégories qualitatives ou quantitatives, où le qualitatif nous donne pas un très grand nombre de répondants, mais une certaine richesse, une profondeur à la réalité de nos clients. Pendant que le quantitatif peut nous donner beaucoup d'informations, c'est-à-dire beaucoup de répondants, beaucoup de chiffres, mais pas nécessairement une grande richesse pour chacun. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, on va accepter que c'est une combinaison des deux qui serait meilleure. Vous avez différentes techniques ici, qualitatives et quantitatives, donc à réviser, mais que vous n'avez pas besoin de maîtriser pour les besoins de l'examen. Et on ne pouvait pas ne pas parler d'intelligence artificielle, tout particulièrement le nouveau logiciel ou le logiciel de Salesforce, Einstein, qui maintenant a été rebaptisé, je pense, Salesforce AI. Qui permet justement d'aller creuser et de faire ce qu'on appelle du data mining dans les données même de notre entreprise. Et donc, c'était intéressant. Vous avez juste à cliquer à travers ce lien pour vous familiariser avec ce logiciel. Ça va? Donc, je ferme ce PowerPoint. Donnez-moi un petit instant. Et je vais ouvrir donc notre 5e et avant-dernier, donc pour les besoins de notre examen intra. OK, donc on avait parlé de produits, services et ESG, bien entendu. Donc, on avait parlé de chefs de produits et quelles étaient leurs responsabilités en amont et en aval. On avait parlé de l'importance de la capitale de marque, tout particulièrement dans le processus décisionnel de nos clients, à quel point une image de marque forte était importante, essentiellement, c'était un réducteur de risque, un élément qui était très important pour nous. Et je pense que ce PowerPoint en dit long, beaucoup, sur ce processus décisionnel où, oui, il y a une composante rationnelle dans le processus décisionnel, pour satisfaire des besoins rationnels, logiques, raisonnés pour l'entreprise et pour l'individu, mais il y a un côté émotionnel aussi. Okay? Donc, l'image de l'individu, l'image de marque de l'entreprise. Et plus souvent qu'autrement, comme on mentionne ici, oui, on cherche un rendement sur notre investissement et oui, on veut améliorer le sort de l'entreprise, mais on veut tout aussi, de façon tout aussi importante, s'assurer de ne pas s'exposer à des risques. Donc, très important pour nous à ce moment-là, comme gestionnaire en marketing, de tenter de trouver des façons de réduire ces risques. Donc, on avait abordé toute cette question de la création de la marque et on avait éventuellement évoqué cette question de positionnement de la marque, le positionnement dans l'esprit des consommateurs, ce positionnement qui est significatif parce qu'il se décline dans la performance de la marque, mais aussi l'imagerie de la marque. Donc, à réviser deux composantes ici qui sont intéressantes. Et après ça, bon, c'est de donner plein d'exemples de comment on crée une marque forte au niveau de nos clients pour les rassurer que le processus, pas le processus, mais plutôt que la valeur est donc au rendez-vous. Et n'oubliez pas, on revient toujours sur ces éléments-là, que pour la valeur pour les clients, ce n'est pas juste les bénéfices qu'ils en retirent, mais les sacrifices potentiels, tout particulièrement donc les risques et le coût total de la propriété. Ça va? Donc, focuser sur les besoins des clients, qui, eux, ne sont pas toujours focusés sur le prix et qui cherchent essentiellement à développer des relations avec nous et pour lesquels ces avantages accessoires
périphériques à notre offre principale peuvent être vraiment un avantage concurrentiel. Donc, vous le voyez ici dans ce même PowerPoint. Donc, plutôt, il est possible que notre offre soit équivalente à celle de nos concurrents de toutes les facettes, et que peut-être c'est justement dans ces éléments périphériques que nous allons trouver un avantage concurrentiel. OK? Donc, ces politiques de produits, bien entendu, on revient que puisque le processus il est plus complexe, il est plus long, qu'il est important pour nous dans le développement de nouveaux produits que ces produits puissent s'intégrer facilement et de façon limpide aux opérations actuelles pour éviter qu'il y ait une fermeture de l'usine ou du downtime essentiellement et pour assurer une adoption de ces innovations auprès de nos clients qui, eux, ne sont pas nécessairement toujours aussi friands. Ça va? Et on avait parlé de ce développement collaboratif avec nos clients, le développement agile, donc c'est-à-dire d'amener ces innovations plus rapidement donc, sur le marché et de toujours s'assurer, évidemment, sur le retour sur investissement, donc une composante très importante de nos clients. Nous avions discuté du concept de gamme et de ligne de produits. On avait présenté 4 grandes lignes de produits ici pour l'industrie, les industries qui tournent dans le B2B, donc à réviser et de toujours focuser lorsqu'on regarde notre marché de produits, de ne pas juste focuser sur la fonction, mais sur d'autres éléments comme la dimension technologique, de segmentation, de valeur ajoutée. Et ça nous amène parfois à réaliser que nos concurrents ne se trouvent pas comme des concurrents directs, mais plutôt des concurrents donc, ou intra-types, mais plutôt des concurrents intertypes, des concurrents indirects. Et on avait fini avec, pour cet aspect-là, sur la stratégie de positionnement. N'oubliez pas, le positionnement, c'est la détermination d'attributs qui sont déterminants, significatifs pour nos clients, mais sur lesquels on peut compétitionner aussi. Et nous pouvons le visualiser par une carte perceptuelle où nous allons placer donc le positionnement actuel, donc ce que les gens perçoivent de notre marque en fonction de ces axes, et aussi donc comment les gens perçoivent nos concurrents. Et ça nous donne une idée, une visualisation graphique de l'image que les gens ont de notre marque versus nos compétiteurs. Et parfois, on peut rester surpris. Ça va? Quelques autres éléments sur les positionnements et sur les opportunités stratégiques, encore là, à réviser. Ça va? Donc, je ne m'y attends pas, mais c'est important. Ça va? Donc, je vous donne un exemple ici de un bon positionnement. N'oubliez pas que lorsqu'on court après des clients, on a quand même des clients qui représentent des segments de marché qui peuvent être intéressants ou peut-être pas. Donc, on présente 3 catégories ici, des gens qui ne sont pas consommateurs, des gens qui sous-estiment le produit, des gens qui estiment que le produit est supérieur à ce qu'il ne faut. Les gens qui estiment que le produit est supérieur à ce qu'il faut, vous comprendrez, comme on a évoqué en classe, ce sont des gens qui sentent qu'ils dépensent de l'argent pour rien. Alors, ça, c'est problématique. Alors, ça, il faudrait peut-être retourner vers ces clients-là et de peut-être leur montrer que finalement, ils n'ont peut-être pas besoin d'autant d'attributs avant qu'eux le réalisent et changent de fournisseur. Les gens qui ne sont pas des consommateurs, bien entendu, on peut courir après ces gens-là, mais ce sont des gens qui ne voient pas vraiment la nécessité pour notre produit du tout, OK? Ou ils ne se sentent pas compétents pour analyser ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est les clients qui sous-estiment le produit. Alors, ils pensent que peut-être ce produit n'est peut-être pas à la hauteur. Et ce sont un groupe de clients qui peuvent être très intéressants, donc à cibler avec une approche appropriée au niveau du marketing. On a présenté donc la nuance entre les produits et les services. On les a déclinés dans 4 grandes dimensions. S'il vous plaît, à réviser. Je ne m'attarde pas trop parce que ça fait partie de votre cours de marketing de base, mais évidemment, très important en B2B de comprendre ce que ces dimensions sont et quelles sont les stratégies qu'on peut employer. Donc, vous les avez dans les notes que vous avez prises certainement en classe parce qu'on s'est donné plusieurs exemples. Alors, on avait mentionné que l'expérience client, le CX, revenait justement à ce Customer Journey, de déterminer quels étaient les points de contact, de comprendre ce que les gens vivent dans cette expérience client et évidemment d'essayer d'identifier, de cartographier ce processus et de comprendre quels sont les points où il peut y avoir des accrochages, où je fais bien et ce que je ne fais pas très, très bien. Ça va? Et on a proposé ici une perspective du produit, mais une perspective axée sur les solutions. Donc, à réviser toujours, vous avez ces idées où on présente une notion théorique, puis après, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire dans le marché?
Et finalement, on a fini avec les éléments clés du profil du ESG, donc tout ce qui touche l'environnement, l'aspect social et la gouvernance des entreprises. On avait mentionné qu'on avait plusieurs parties prenantes qui retrouvaient leur compte, donc on les avait évoqués, et que très souvent, l'ESG pouvait être pas une excuse ou quelque chose qui est un attribut accessoire que l'on ne considère pas, mais vraiment un avantage concurrentiel important et qui peuvent nous permettre de fidéliser les clients. Et je l'ai démontré statistiquement par des rapports de Bain Global, où de plus en plus, cette question écologique, par exemple, était très importante pour les clients parce qu'ils cherchent eux-mêmes à projeter cette image auprès de leurs propres clients. Ça va? Donc, ça termine ce chapitre. Et donc, notre dernier chapitre, essentiellement sur l'innovation de produits. Alors, donnez-moi juste un petit instant. Donc, pour cet examen, donc on voit ici qu'on est dans la séance 6. Donc, je vais continuer jusqu'au PowerPoint approprié. Donc, évidemment, on revient sur ces questions de capital de marque et donc l'importance, tout ça. On avait mentionné que dans l'innovation de produits, il était important de focuser sur certains produits, services ou attributs qui ont une forte différenciation au niveau de nos concurrents, mais qui sont à haute pertinence pour les clients. Donc, c'est ce qu'on appelle des drivers. Les table stakes, ce sont des attributs qui doivent être là minimalement. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants pour nos clients, mais où on ne se distingue pas nécessairement énormément. Donc, une livraison, par exemple, 48 heures, c'est le minimum. Donc, on verra ici donc des points de parité, points de différenciation. Donc, on voit un peu certaines synergies ici. Ça va? Et vous avez deux autres cadres, évidemment, donc à revoir. Et on avait mentionné que dans l'innovation était très importante pour les clients. On avait évoqué que beaucoup d'entreprises étaient capables de réinventer. Alors, pourquoi l'innovation est importante? Vous avez justement la liste des raisons ici. Ça va? Et on avait mentionné que dans l'innovation, il y avait une distinction entre l'invention et l'innovation, où l'innovation, c'est vraiment l'adoption et la diffusion de cette innovation. L'invention, c'est juste la création. Ça ne veut pas dire que nécessairement les gens vont l'acheter. Et d'ailleurs, avec un taux d'échec de 75 à 85 des produits, on peut voir que beaucoup d'inventions n'ont pas fait l'objet d'une innovation parce qu'elles n'ont pas bénéficié de ces ventes et l'adoption de produits. On dira que la plupart des raisons pour lesquelles l'innovation va connaître un échec, ce n'est pas à cause du produit, c'est à cause des clients. Des clients qui sont là pour des raisons qui touchent, par exemple, l'inertie ou le statu quo. Les gens ne veulent pas changer, ne veulent pas changer leur comportement. Et on avait mentionné que les gens tendaient à surévaluer la solution ou les produits qu'ils utilisent en ce moment et à sous-évaluer les nouvelles innovations à cause de probablement à cause de ce biais de statu quo. Ça va? Et donc, on s'était donné quelques exemples ici, où un des problèmes, justement, c'est que les consommateurs surévaluent les avantages des produits qu'ils utilisent présentement et les gestionnaires en marketing et les innovateurs surestiment la valeur de leurs innovations. Et que lorsque l'on compare, lorsqu'on met ces deux éléments-là dans ce genre de matrice, ce qu'on voit, c'est que le produit doit être presque 10 fois supérieur à ce qu'ils utilisent présentement pour que les gens bougent. Ça va? Et on s'était donné quelques idées ici pourquoi certains produits pouvaient connaître un succès ou un échec. Et c'est ici que se termine donc la révision pour ce premier examen intra. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce visionnement vous a été profitable. Je vous souhaite un bon examen et à bientôt. Au revoir.